Compatriotes du web, yo, ici Alexandre, Exensel le geek de Bruce pour la deuxième version de Créapreneur, l'émission qui parle de créativité et d'entrepreneuriat. Et on se retrouve pour l'épisode 3 où on va parler de gestion client, ou comment trouver et gérer ses clients. La semaine dernière, on avait abordé comment gérer les statuts et administratifs. J'avais abordé les quelques ficelles à connaître pour pouvoir bien choisir sa paperasse, comment démarrer, quels éléments préparer avant de commencer. Pourquoi choisir tel statut. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, la vidéo est toujours disponible. Et j'ai reçu quelques questions dans la semaine. Deux en particulier ont retenu mon attention. La première question, c'était comment gérer la pression entre le travail d'entrepreneuriat et le salariat à côté qui permet d'en vivre. Une structure de travail que je conseille toujours lorsqu'on décide de se lancer, d'avoir une source de revenus à côté et de démarrer avec. Une personne me demandait comment on fait pour gérer la pression avec. La deuxième question était celle-ci. Comment je gère les 30% avec l'entreprise qui fait le sous-couvert professionnel avec moi? Je vais d'abord commencer par ça avant d'enchaîner. Concernant la pression, il faut savoir que c'est dur. Il ne faut pas se leurrer et se dire que les entrepreneurs qu'on voit qui semblent apparaître du jour au lendemain et être immédiatement successful, qui semblent réussir du jour au lendemain, ont réussi du jour au lendemain. C'est entièrement faux. L'un des profils que j'ai le plus respecté au cours de cette carrière, c'est celui de Peter McKinnon, un photographe canadien, qui est littéralement apparu sur Internet du jour au lendemain et il a fait 2 millions d'abonnés en un an ou deux. Et lorsque je me suis arrêté pour me renseigner, pour un peu voir comment il a travaillé, je réalise qu'en fait, il a fait 7 ans. 7 ans pendant lesquels il travaillait à plein temps en tant que photographe. Il faisait les petits boulots à côté. Il était magicien à côté. Il vendait des photos chez Shutterstock et tout. Et donc, il a donc mis de côté pendant 7 ans de la thune avant de décider de se lancer. Quand il décide de se lancer, il démissionne de son boulot. Il reste à la maison pendant 1 an à préparer le contenu, préparer son bureau, préparer son espace. Et il produit du contenu lorsqu'il apparaît sur YouTube. Donc, c'est 8 ans de préparation de ressources et de soumis de côté avant de se lancer. Et cette préparation, on ne la voit pas forcément. On voit juste les lumières, les millions de vues, l'argent qui va derrière. Et on se dit, ouais, mais je voudrais trop réussir ça. Mais en fait, c'est énormément de préparation. Le stress, se dire peut-être que ça ne va pas marcher. C'est aussi mettre suffisamment, vraiment parier sur soi-même, investir. Et ça m'a fait relativiser sur les réussites visibles et m'intéresser à comment on fait pour arriver au moment où on semble réussir visiblement, le type d'effort à fournir pour y arriver. Et lorsqu'on a conscience de ça, de comment ça peut être très difficile de se préparer, on relativise beaucoup mieux, on apprécie plus facilement les erreurs, les doutes, les jours où ça ne marche pas. Et par exemple, dans mon cas, ça a été très difficile les premières années parce que pour apparaître aujourd'hui devant vous sous cette lumière, j'ai fait plusieurs erreurs qui ont été très difficiles. J'ai voulu abandonner, j'ai voulu rechanger de profession plusieurs fois. Parce que je me suis dit, ça sert à rien d'insister, ça marche pas, personne n'écoute, ne comprend, ne respecte ce que je fais. J'avais énormément d'appréhension concernant ça. Et c'est le fait de quand même rester passionné, de continuer à apprendre et à rester performant qui m'a permis de me dire, même si ça ne paye pas mon loyer, j'ai quand même envie de le faire. Je veux vraiment faire ça. Donc oui, c'est difficile, mais lorsqu'on aime vraiment ce truc, on s'accroche et on continue quand même. Et si on n'a pas les moyens, si ça ne nous rapporte pas de sous, si ça ne permet pas de payer le loyer, c'est toujours bien d'avoir quelque chose à côté qui permet au moins de payer les charges fixes. Pour ce qui est maintenant de comment gérer le rapport avec l'entreprise du sous-couvert, dans le cas d'espèce, l'entreprise existe et m'avait proposé ça, je n'ai pas trouvé mieux. Et 30%, il faut savoir ceci, les apporteurs d'affaires donnent 10%. Les agents qui font à la fois la négociation et l'apport d'affaires font 20%. Le cabinet fait à la fois l'apport d'affaires, c'est-à-dire que parfois le cabinet m'envoie des clients, me fait le suivi, me fait le suivi de charges et me permet d'avoir des clients que je n'aurais absolument pas dans d'autres circonstances. Donc 30%, c'est quelque chose que je regarde pas, parce que de toute manière, sans eux, je n'aurais pas eu le trafic de toute façon. Et c'est comme ça que je vois la collaboration avec ce type d'entreprise. Après, il peut y avoir des scénarios plus intéressants ou juste une combinaison entre quelqu'un qui fait l'apport d'affaires et vous travaillez, vous faites 80-20 ou 90-10. Mais tout l'intérêt ici de collaborer avec une entreprise qui me couvre, c'est justement d'avoir tout cet aspect administratif qui est géré. Donc, je n'ai pas vraiment à réfléchir sur
tous les paramètres autour. Maintenant, comment je fais pour trouver des clients? On a évalué comment faire pour trouver sa position, sa structure et comment faire pour être crédible avec les clients. Mais comment on fait pour les trouver? Il y a la bonne vieille méthode du marketing traditionnel avec de grandes affiches publicitaires. Mais ça marche pas toujours. Mais avant même de se dire que ça marche pas, il y a quand même un minimum à connaître. Vraiment le minimum. Déjà, avoir un site internet avec une liste de produits et services qu'on est capable de fournir. Oui, produits parce qu'on peut aussi imprimer du contenu. On n'est pas juste obligé de faire que du digital. Donc, avoir une liste de produits et services qu'on est capable de fournir et cette liste disponible sur internet. Avoir un numéro et une adresse email qui passe en tout temps, même si vous n'allez pas répondre à minuit et demi non plus, mais qu'on puisse quand même vous contacter et vous demander, essayer de vous joindre avec un numéro professionnel. Et quand je dis numéro professionnel, c'est-à-dire un numéro qui est séparé de vos lignes personnelles, histoire de pouvoir justement mieux gérer qui vous appelle, faire le suivi d'appel, avoir si le besoin apparaît, un CRM, un outil de relation client. Ça permet de savoir avec qui vous êtes en train de travailler, qui vous a rapporté combien, etc. Et surtout, pouvoir relancer ensuite le client après coup. Genre, aujourd'hui, il vous a vu pour un shooting grossesse. Ce serait peut-être bien de le rappeler vers la fin de la grossesse pour savoir si l'enfant est né et comment se porte la mère ou inversement, ce genre de choses. Avoir toutes ces structures, c'est la base avant de commencer à trouver. Ensuite, il faut monter ce qu'on appelle des propositions commerciales, c'est-à-dire un document qui liste les services, les avantages du service, le prix, ce que ça apporte ensuite à votre client. Lorsque la proposition commerciale existe, à partir de là, vous pouvez maintenant l'envoyer par mail à une première base de clients potentiels. Et là, ça va être déjà les personnes avec qui vous avez déjà discuté, dans des échanges de cartes de visite ou en traînant sur Internet, des réseaux sociaux, vous voyez des personnes qui disent « j'ai besoin d'un service, j'ai besoin d'un produit, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela ». La plupart du temps, les personnes sont ouvertes aux conversations. Vous allez en disant « bonjour, quel est votre besoin ?» La personne échange avec vous. Échangez le numéro de téléphone, échangez le mail, échangez le contact Telegram ou WhatsApp. Dès le moment où le contact est établi, vous envoyez votre proposition commerciale via son contact WhatsApp ou via son contact Telegram. La personne est directement au fait de vos offres et services et c'est beaucoup plus rapide. Ça permet de gagner énormément en temps. Et aussi, ça vous sert de portfolio. Les propositions commerciales contiennent la plupart du temps ce que vous êtes capable de faire et c'est illustré. Du coup, on a un coup d'œil rapide sur vos performances, sur ce que vous êtes capable d'accomplir, en général aussi vos délais, idéalement, si vous faites vos propositions commerciales en incluant les tarifs, les délais de livraison et consorts. Et tout ça mis ensemble vous rendent extrêmement compétitif vis-à-vis de la concurrence. Au Cameroun et en Afrique francophone en général, on reproche aux prestataires de manquer de discipline et d'organisation. Avoir ne serait-ce qu'une proposition commerciale à jour, correctement illustrée avec votre portfolio, des éléments de compétences que vous avez déjà fait, des antécédents de vos anciens clients, un site internet à jour, peut-être un blog qui parle de vos activités, des points qui vous passionnent. Disons que vous faites par exemple du design de chaises en cuir et que vous avez un blog où vous parlez de votre passion pour les chaises en cuir. Ça augmente la crédibilité, ça donne envie d'aller vers vous et de vous présenter le problème. Parce qu'au final, les gens viennent vous voir parce qu'ils ont un problème à régler. Ils ne viennent pas voir quelqu'un qui design, ils viennent voir quelqu'un qui comprend ce qu'ils sentent, par quoi ils traversent. Et rassurer sur vos process de travail, mais aussi sur votre connaissance de votre milieu, ça rassure, ça permet de capter les clients qui sont arrivés. Après, il y a des méthodes de masse, c'est parler de propositions commerciales et d'engager des premières conversations. Ensuite, il y a les communications publicitaires, les sponsoring de publications sur les réseaux sociaux, les recommandations. Rappeler les anciens clients pour leur demander de passer un mot à des collaborateurs à eux. Parfois même, vous pouvez avoir des clients parmi vos propres collaborateurs. Lorsque, par exemple, quelqu'un a besoin de décharger un peu sa charge de travail parce qu'il a trop de clients, il ne peut pas gérer ce genre de choses.
Et lorsque vous avez ces clients, le, ça peut être intéressant de se dire, cool, j'ai des clients et arrêter de chercher. Il ne faut jamais arrêter de chercher des clients. Si dans une journée pleine de 8 heures de temps, vous êtes au boulot, 3 heures des 8 heures de boulot doivent être destinées à gérer votre administratif, votre comptabilité et continuer à démarcher de nouveaux clients. Parce que lorsque vous arrêtez de démarcher, les clients arrêtent de venir. Et vous allez peut-être faire comme ça, la tête dans le guidon, travailler sur un site internet pendant peut-être 2 semaines, 3 semaines, vous livrez le site internet et il n'y a plus de clients à gérer. Et c'est triste, mais ça arrive régulièrement. Donc, lorsque vous commencez à démarcher les clients, sachez que c'est une méthode, un processus qui ne s'arrête pas vraiment. Vous travaillez, vous avez de nouveaux clients, mais vous continuez à démarcher et vous essayez de caler des nouveaux clients dans votre calendrier en fonction de ce que vous avez déjà sur la table. Ça vous permet de toujours avoir un flux client, toujours avoir quelque chose à faire et toujours avoir donc un flux de revenus qui permet de payer les charges, les loyers et consorts. Lorsqu'il y en a pas mal, c'est donc intéressant d'utiliser les CRM. Dans mon cas, j'ai utilisé Zoho pendant très longtemps. Et derrière, j'ai une application pour la comptabilité qui s'appelle Wave. Une application gratuite disponible sur iOS et Android. Zoho permet de gérer des bases de données clients, de savoir avec qui j'ai discuté, par quel réseau social il m'a contacté, ce genre de choses. Il y a une version gratuite qui permet d'avoir déjà pas mal de choses. Et ensuite, lorsque vous vous sentez à l'aise ou que votre équipe monte un peu, vous pouvez commencer à essayer d'avoir des options payantes. Je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Et je pense que j'ai fait le tour en fait. Le fait de trouver, de gérer les clients, ça semble léger, ça semble anodin, ça semble même banal. On se dit, normal, tout le monde devrait le faire. Mais les gens ne le font pas bien. Et la raison pour laquelle il y a quasiment peu de compétition dans le haut niveau du service numérique au Cameroun et en Afrique francophone de manière générale, c'est justement à cause de cette absence de discipline dans le suivi client, dans le service, dans comment on a géré le client avant, au milieu, après, donc comment on a fait attention à ses besoins. Donc, je vous exhorte à faire attention à ces étapes-là, à comment vous êtes arrivé vers le client, sur comment vous avez communiqué avec lui, sur comment vous allez le suivre après dans son cycle de vie. Et avec ça que je vais m'arrêter. Je vous remercie d'avoir tenu jusque-là et je vous dis à la semaine prochaine où on parlera cette fois de comment gérer un projet de bout en bout. Ça va être un peu complexe, du coup je pense que je vais inviter quand même un ou deux créatifs pour discuter de nos process ensemble et on verra bien qu'est-ce qui en ressort. Donc je vous dis donc à dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien. C'est Alexandre, ex-Ancel, le geek de Brousse.